Et pour aborder la question de tous ces quartiers défavorisés de la ville d'Abidjan, je reçois pour vous, chez vous, professeur Touré Téné Diabaté. Elle est sociologue. Bonsoir, professeur. Bonsoir, M. Diabaté. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes sociologue, auteur de travaux de recherche sur les quartiers précaires d'Abidjan et bidonville, de l'intérieur, notamment Bardo à San Pedro. Oui. Quel est le sentiment qui vous anime quand vous voyez ce reportage sur Gobelé? Je dis simplement que c'est vieux comme le monde, les quartiers précaires. Et c'est pour cela qu'on parle de métropolisation du monde. C'est vrai lorsqu'il y a de grandes villes, lorsqu'il y a des quartiers cossus, comme vous l'aviez dit, eh bien, il y a toujours des quartiers précaires. Parce que le personnel de maison veut s'approcher des lieux de travail. Parce que tout simplement, les zones d'emploi sont prises d'assaut, bien sûr, par les employés, les ouvriers, mais ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'habiter dans un quartier. Et donc, toutes les grandes villes ont leurs quartiers précaires. Mais pourquoi? Justement, dites-nous pourquoi. La ségrégation de l'espace. La morphologie sociale. Quand on fait l'histoire de la morphologie sociale, on se rend compte que la ségrégation de l'espace, lorsque l'aménagement rejoint l'espace pour pouvoir, faire en sorte que la spéculation foncière prenne le pas sur la ville, ce n'est pas tout le monde qui sera logé à la même enseigne. Et vous avez la promiscuité dans ces quartiers. Vous avez parlé du Bardo, San Pedro, qui a été une symphonie inachevée, nous le savons, dans le cadre de l'aménagement du territoire. Nous avons Abidjan, l'île de Petit Bassam, c'est-à-dire autour du port, en allant à Koumassi, à Port-Boué, etc. Mais ce sont des zones d'emploi qui ont attiré ces quartiers précaires. Et dans ces quartiers précaires, il y a effectivement la promiscuité. Le reportage que nous avons vu, c'est du réel. Et ce que nous relevons de tout ceci, c'est cette insensibilité de l'urbain. Parce que nous savons qu'il y a la pauvreté dans ces quartiers. Existe-t-il des solutions justement pour améliorer le quotidien des populations qui vivent dans ces quartiers, qui souvent y sont à leur corps défendant? Oui. Il faut quand même dire que ces quartiers ont une histoire. Et lorsque vous alliez mener des études, vous allez mener des enquêtes, vous savez qu'il y a des premiers habitants qu'ils connaissent. Donc, il y a des réseaux sociaux dans ces quartiers. Il y a des liens sociaux dans ces quartiers. Moi, je crois que c'est ce qu'il faut utiliser. Ces chefs de quartier, parce qu'il y en a, dans ces quartiers précaires, vous avez des chefs de quartier. J'ai à côté de moi monsieur le maire, ce n'est pas lui qui me dira le contraire. Il y a des chefs de quartier, les habitants savent qu'il y a eu un premier arrivant, ensuite un second. Donc, il y a toute une, scarification dans ces quartiers précaires. Mais je crois que c'est ce qu'il faut utiliser. Cela est important. Et l'utiliser, je vais encore interpeller la collectivité locale, le maire est à côté de moi. Et quand je parle de morphologie sociale, c'est de cela qu'il s'agit. Comment nous allons faire en sorte d'aménager nos villes? Comment nous allons faire en sorte que nos villes soient durables? Parce que je dis très souvent à mes étudiants d'ailleurs que la ville n'est pas durable, mais la ville offre des opportunités de durabilité et de résilience. Donc, il y a tout ceci à voir. La localisation de ces quartiers précaires. N'attendons pas les pluies, n'attendons pas les orages pour pleurer les morts dans ces quartiers. Nous savons qu'il y a des zones non édificantes. Monsieur le maire à droite de moi, on le sait. On a des plans directeurs qu'aujourd'hui, nos élus, nos maires se disent en première priorité qu'il y a des plans d'aménagement à faire dans ces villes. Et que tout ce qui est zone non édificante, les talvecs, tout ce qui n'est pas constructible, qu'on ne permette pas de construire. Et qu'on dégage des parcelles pour les assainir. Quitte à ce que, bon, je ne vais pas donner la recette à monsieur le maire, quitte à ce qu'on taxe ça dans l'avenir, mais toujours est-il que ce sont des choses à faire. Nous avons eu les lotissements à équipement minimum. Ça peut se faire. Nous les avons eus du côté de Yopougon-Kouté. C'est vrai qu'il n'y a pas eu un suivi après par la Société d'équipement des terrains urbains à l'époque, mais je dis que ce sont des solutions que nous avons eues en Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'époque, quand nous avons les perspectives décennales de la ville d'Abidjan dans les années 85, avant d'arriver aux perspectives décennales, nous avons justement géolocalisé tous les quartiers précaires. Koumassi, Poto-Poto, peut-être que vous étiez plus jeune à l'époque,
Mais c'était Koumassi Poto, nous l'avons assaini. Koumassi Poto, Koumassi aujourd'hui, ce côté qui se relie à Marcory, on ne pouvait pas y accéder. C'est les marécages. Les marécages, merci, M. Yarasouba. Ça a été aménagé. Je crois que la ville est le miroir des changements. Il faut que nous suivons la ville. Et c'est pour cela que je suis une adepte du chemin de fer. Parce qu'arrivons aujourd'hui à décongestionner nos villes. Ce n'est pas normal que l'humain voit l'autre humain en train de périr dans la pauvreté. Et comme vous l'aviez dit tout à l'heure, ces quartiers, à côté des quartiers cossus, je crois que ça nous interpelle. Le contraste est grand. Le contraste est trop grand. Et là, ce sont des bombes à retardement. C'est des bombes sociales. Vous voyez tous ces enfants qui flagornent dans la rue? Mais comme on l'a dit, ils ont le reflet dans le cordon ombilical. C'est-à-dire qu'ils ont des réactions sur le tard. Et ça nous interpelle. Nous sommes au XXIe siècle. Attention, une société mobile, n'est-ce pas, nomadisée par l'urbanisation. Mais il faut arrêter un jour. Il faut faire en sorte que certaines de nos régions soient des villes décroissantes, des villes humaines. Et on peut le faire. Il faut que nous allons vers l'usine verte. L'usine verte, c'est quoi? C'est le maire à côté. Nous parlons aujourd'hui de transformation de nos matières premières, mais allons les transformer en milieu rural pour délocaliser un peu ces populations. Ce n'est pas un rêve, c'est une vision pour sa population. Et on doit le faire. Voyez-vous, vous nous donnez souvent, à travers les médias que vous aviez, vous nous donnez l'opportunité de suivre le développement de certains de ces pays. Mais le rail, c'était quoi? C'était au 19e siècle. Mais ces grandes régions se sont développées avec le rail, avec le chemin de fer. On voit même par le chemin de fer, des consultations à bord du rail, des chemins de fer, du train. Qu'est-ce que nous attendons? C'est vrai, il y a le petit à Abidjan, le programme des transports urbains à Abidjan. Mais décongestionnons nos villes. Décongestionnons nos villes. Il faut arriver à le faire, c'est vrai. On va avoir le métro à Abidjan. Il faut qu'il y ait le train qui relie nos différentes régions pour permettre à cette population stagnante, pauvre, d'aller vers l'intérieur. Il ne faut pas que nous ayons nos résidences secondaires à l'intérieur. Il faut que nous allons chercher la richesse à l'intérieur. Très bien. Oui, Félix Boni? Je pense que le professeur a carrément poser le diagnostic de la situation. Planter le décor, oui. Planter le décor, comme on le dit couramment. Et c'est une histoire réelle, mais la vérité, c'est qu'à côté de quartier cossu, on a besoin de ce personnel, de ce petit personnel. C'est-à-dire, on a besoin du jardinier, de la gouvernante de la maison, de celui qui s'occupe du chauffeur, tout ce personnel qui n'a pas la possibilité de vivre dans le même quartier que les patrons. Et donc, elle a pratiquement proposé la solution. Il faut trouver des moyens. On a par exemple le cas d'un quartier à Bobo qui était ici au cœur d'Abidjan, qui s'appelait Washington, qu'on a fini par délocaliser sur la route d'Alépé, qu'on appelle aujourd'hui Biabou, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir un plan d'urbanisation qui prévoit, qui anticipe et qui prévoit, comme je le dis, des habitats qui peuvent être occupés par ces populations et prévoit des moyens de transport. Elle a parlé tantôt des rails, des moyens de transport pour que ces personnes puissent avoir accès à leur lieu de travail à bon prix et ne pas être obligées de vivre, j'allais dire, non loin de leur lieu de travail et donc de prendre le risque de vivre dans des endroits comme ce qu'on a vu tantôt. Les gens, ils sont pratiquement dans le ravin, c'est-à-dire les bassins d'orage sont occupés par des populations. Bientôt, on aura la saison des pluies. On verra encore qu'il y aura encore des morts. Et on va encore activer ce qu'on appelle le plan hors-sec, organisation secours. Mais avant qu'il y ait des saisons de pluie, qu'on ait les plans hors-sec, il faut anticiper. Il faut penser à la situation de ces populations. C'est pourquoi, dans un gouvernement, on ne peut pas seulement avoir un ministère de la solidarité pour aller faire la solidarité lorsqu'il y a eu des sinistres. Il faut qu'il y ait une planification, une anticipation. Pour éviter même qu'il y ait des sinistres. Éventuellement sinistres. Et là, je suis d'accord avec vraiment madame, de sorte qu'il y a des villes,
vous avez appelé la ville... décroissante. Où la population doit vivre. Monsieur le maire, il est à peine à... À combien de kilomètres d'Abidjan? 120. 120 kilomètres d'Abidjan. Je pense que 120 km, ce n'est pas loin d'Abidjan. On peut développer ce genre de villes pour que ce soit des villes dortoirs, en mettant des moyens de transport pour que les gens puissent venir rejoindre leur lieu de travail et puis repartir tranquillement, redormir dans leur lieu de travail, au lieu d'obliger les gens à vivre à proximité des villas cossues. Et je crois que, si je donne l'exemple de la ville de Tokyo, que je connais un peu pour avoir eu la chance de fréquenter, vous verrez que rarement on voit ces bidonvilles. Parce qu'il y a eu une vision, une planification. Vous ne verrez pas dans le grand Tokyo des bidonvilles à côté des grands immeubles. Mais on a des populations qui ont des moyens assez modérés, mais qui viennent travailler et qui ont des moyens de se replier, aller dormir et revenir le lendemain pour travailler. Ça, c'est une question de vision, de planification. Abidjan n'est plus qu'une ville. Abidjan, c'est un district. On a un gouverneur. Je pense que c'est le moment de planifier tous ces éléments, de sorte à limiter vraiment cette disparité qui crée la frustration desquelles naissent un autre phénomène, le phénomène de banditisme, de déviation sociale qu'on connaît jusqu'à présent. Oui, Assalé. Non, il faut dire que, puisque nous parlions du Covid-19, c'est à cette occasion que ce reportage a été réalisé. Et je dis que cette maladie va permettre de mettre le doigt sur les disparités qu'il y a dans nos pays. Aujourd'hui, même au niveau de l'éducation nationale, le ministère a demandé qu'il y ait des cours à la télévision. Mais est-ce que Madame la ministre a une fois été dans les campagnes, dans les villages, pour savoir que... non, dans les bidonvilles, il y en a à Abidjan. Voilà, il n'y a même pas dans les villages, dans les bidonvilles, il n'y a même pas de télévision. Il n'y a pas accès à Internet pour pouvoir avoir l'information. Alors, vous savez, tout à l'heure, il y a une dame qui disait que le cache-nez, le masque coûte 500 francs. Elle n'a même pas ça pour vivre, donc elle préfère acheter à manger que d'aller acheter le masque. C'est ça que pour se protéger, il faut bien vivre. Il y a une morale des riches et une morale des pauvres. Dans cette situation, le pauvre a vite fait de mettre sa morale en action. C'est sa survie. Alors, ces 500 francs ne serviront pas à payer le masque, laisser le riche pour les enfants. Donc il faut que, comme madame l'a dit, qu'il y ait de la vision. Moi, je suis un élu local, j'ai été très surpris de découvrir qu'en arrivant dans ma commune, qu'il n'y avait pas de plan directeur, d'urbanisme directeur. Et pratiquement 90% des villes de Côte d'Ivoire n'ont pas de plan d'urbanisme directeur. Voilà. Et donc, dans une telle dynamique-là, on ne peut rien planifier à long terme. Les populations s'installent au gré de leurs moyens. Et quand il pleut, les zones d'écoulement des eaux sont colonisées. Et donc, il y a tous ces mots-là. À cette occasion de cette maladie-là, les États devraient pouvoir quand même faire une projection sur 20 ans, sur 30 ans, pour savoir, dans 10 ans, dans 20 ans, comment les populations vont vivre. Parce qu'Abidjan est complètement engorgé. Je pense que le gouvernement a eu une vision de mettre la nouvelle zone industrielle sur l'autoroute. Donc ça va tirer un peu les gens vers la voie du Nord. Et donc, comme madame l'a dit, il faut qu'il y ait une vision à long terme qui permette que même ceux qui n'ont pas les moyens de vivre dans les quartiers cossus, mais qui doivent venir travailler dans les quartiers cossus, aient des moyens de déplacement qui sont à leur niveau, qui leur permettent d'avoir un travail de répartie. Quand tout ça n'est pas mis ensemble, forcément, ces crises vont toujours révéler qu'on a beau faire les discours sur la croissance, on a beau faire les discours sur l'emploi concret, il y a toujours des réalités qui sont affligeantes et qui peuvent être remises en vue à la faveur de ce genre de crise. C'est cela. Professeur, tout à l'heure, je vais vous emprunter un mot que vous avez utilisé. Vous avez parlé de bombe à retardement. Et justement, dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, il suffit qu'un quartier comme Gobelé soit contaminé pour qu'on s'inquiète dans toute la commune de Cocody. Ah ben oui. Il n'y a même pas moi, je vais plus loin. Je dis qu'aujourd'hui, c'est vrai, on nous fait des points des statistiques. Il faut un point social. Quand on dit Cocody a près de 93, enfin, je sais pas si c'est 93%, Abidjan, l'épicentre, 93%. Cocody est un quartier, le quartier, la commune la plus touchée. Mais qu'on nous fasse un point social. Où sont les contaminés? Quelle est la zone A, la zone B, la zone C? Quels sont les relais sociaux de ces différentes zones? Cette répartition répondrait à quel besoin? Mais ça répondra aux besoins du suivi. Comme l'a dit tout à l'heure M. le maire, de voir concrètement qu'est-ce qui serait fait. Prenons l'exemple des masques. Si nous devons distribuer les masques, nous allons aller taper à la porte du bidonville et dire « venez chercher les masques ». Non. Il faut qu'il y ait des points de repère. Il faut qu'il y ait les points focaux.
C'est de cela qu'il s'agit. N'oublions pas que nous avons affaire à des humains. C'est des humains qui sont venus, qui font partie du développement, en guillemets, durable de la ville, du Grand Abidjan. Parce que ce sont ces personnels de maison qui entretiennent les quartiers cossus. Raison de plus de faire attention à leur situation. Il ne faut pas que ce soit des bombes à retardement. Je me rappelle, ma grand-mère me disait à l'époque, quand il y avait l'émancipation du pays, ceux dont on craignait le plus souvent, les anciens colons, c'était le personnel de maison. Parce que c'est par ceux-là qu'on passait le plus souvent. C'est ça. Quand on parle de bombes à retardement, c'est ça. Et aujourd'hui, dans cette bombe à retardement, les jeunes sont les plus nombreux. C'est ça. Quel commentaire faites-vous de l'opération lancée par le gouvernement ivoirien qui consiste à octroyer à chaque ménage défavorisé 25 000 francs CFA. Je crois que le mécanisme de paiement, c'est via le mobile money. Quel commentaire? Je vois Félix sourire. J'avoue que, a priori, je salue l'initiative. Mais à y réfléchir de près, j'avoue que si on veut faire du communisme, il faut le faire de façon dogmatique et qu'on ait un plan véritablement communiste qui permet de pouvoir prendre ce genre d'initiatives sans frustrer d'autres. Parce que si pourquoi vous faites un lien avec le communisme? Je fais allusion au communisme parce que je vais donner quelques exemples qui vont nous permettre de... On va bien se comprendre. Si vous prenez le cas de la Libye, de Muammar Kadhafi, à la fin de chaque mois, chaque Libyen se rend à l'agence de la Banque centrale de la Libye pour percevoir ce qui lui revient de droit de la richesse produite par le pays, s'il y a le pétrole. C'est-à-dire c'est la péréquation. C'est une distribution et chacun reçoit sa part. Mais là, on nous dit que, par exemple, qu'il y a 177 000 personnes qui vont percevoir... Un peu plus de 177 000. Un peu plus de 177 000 personnes qui vont percevoir ces 25 000. Je me pose vraiment la question de savoir quel a été le critère pour sélectionner ces 177 000 personnes. Et j'ai eu une fiche qui m'a permis de comprendre qu'il y a les enfants de la rue qui ont été identifiés dans tel endroit, il y a ça. J'avoue que parmi les 177, nous sommes 24 millions d'habitants. On a un seuil de pauvreté jusqu'à un certain niveau. Je suis persuadé que parmi les plus de 177 000 personnes, il y a des gens qui sont encore quelque part, qui sont plus pauvres, qui peut-être n'attendent qu'à avoir 10 000 francs. Plus pauvres que certains bénéficiaires de ces 25 000 francs. C'est-à-dire que soit on établit un système qui permet à pratiquement un certain nombre de personnes, en ce temps on aura eu le temps de faire véritablement les statistiques, d'avoir tous les chiffres, de bénéficier de façon spontanée chaque mois dans une banque. En ce moment, dans tous les villages, dans tous les hameaux, on a ces personnes qui ont un certain seuil, un certain niveau de vie. Peut-être on dira tous ceux qui n'ont pas plus de 20 000 francs par mois pour vivre, on va leur donner désormais 25 000 francs pour qu'ils puissent avoir 25 000 francs pour vivre. Mais là, pour le moment, dites-moi, et je n'ai pas encore compris, la clé de répartition, c'est plus de 177 000 personnes qui reçoivent 25 000, ils reçoivent ça sur quelle base? Sur quelle clé de répartition? Vous pensez qu'il n'y a pas de frustrés peut-être dans ce quartier qu'on vient de voir tantôt? Peut-être il y a 10 personnes qui reçoivent là-bas. Mais ces 10 personnes-là, peut-être il y en a dedans qui sont mieux que d'autres qui sont tout autour d'eux. Parce que moi, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de ces 25 000, mais qui n'en ont pas et qui sont frustrés d'entendre que d'autres personnes vont percevoir de l'argent pendant un trimestre. Donc pour vous, le mode de choix des personnes auxquelles sont destinés ces 25 000 n'est pas très... il faut penser cette solidarité de sorte qu'elle soit une solidarité nationale, équitable, qui ne crée aucune frustration, de sorte que tout le monde soit de façon transparente. À l'époque, lorsque nous rentrions en 6e, je crois que le journal gouvernemental publiait la liste de tous les admis, qu'on publiait la liste peut-être de commune par commune, qu'on sache dans la commune de monsieur le maire qui sont les bénéficiaires, de sorte que le voisin ne soit pas frustré de ce que l'autre perçoit. Moi, je suis plus pauvre que lui, je ne perçois pas. Il faut quelque chose de vraiment transparent, parce qu'on entend beaucoup de choses. Il y a même qui font des commentaires politiques en disant non, c'est un plan de campagne. Mais pour ne pas que ce soit perçu ainsi, il faut rendre la chose de façon bien transparente, que la liste de tous les bénéficiaires soit connue peut-être par le moyen d'une publication exceptionnelle de notre journal gouvernemental, qui est le journal de service public, pour que tout le monde soit situé, tout le monde soit au même niveau d'information, de sorte qu'il n'y ait pas de commentaires, d'interprétation de ce qui se fait. Mais pour l'instant, ça prête à interprétation. C'est aussi votre avis? Oui, je partage pleinement ce que Félix vient de dire.
je suis élu local. On me dit qu'il y a des populations dans ma commune qui sont concernées par cette générosité de l'État. Moi, je ne les connais pas. Vous ne pourrez pas être efficace dans une telle situation sans associer les élus locaux qui connaissent les populations, qui savent où vivent les populations. Et donc, vous ne pouvez pas rester à Abidjan pour faire des transferts d'argent à des gens. Et puis bon, le maire il est là et puis il apprend ça. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire accepte d'être transparent et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interprétation dans ce genre de politique-là. Parce que si les élus locaux ne sont pas associés, alors qu'on dit qu'il y a 177 000, dont une partie se trouverait dans ma commune à moi. Moi, je n'ai pas été associé à ça. Il y a question. Mais ce qu'il faut dire surtout, c'est quoi? C'est quelle est la finalité de cette opération? On donne 25 000 francs des gens qui sont censés ne pas avoir ce genre de montant pour vivre par rapport à la pandémie. Et on dit que c'est sur 3 mois. Mais chaque soir, on égrène le nombre de personnes qui sont contaminées et donc qui augmente. Il est clair que la façon dont les choses se font, à fin juin, on ne sera pas à la fin de la pandémie. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a les ressources de continuer à payer 25 000 francs à ces personnes-là pendant 6 mois? Et en tant quelle est la riposte qu'on met en place pour que la maladie descende? Puisque jusqu'à présent, on ne sait pas exactement, en dehors des mesures barrières qu'on répète chaque jour, on bassine les oreilles avec ça chaque jour, quels sont les actes concrets que le gouvernement pose pour que la maladie quitte le grand Abidjan? Parce qu'aujourd'hui, les élus locaux que nous sommes, les collectivités, sont aussi frappés par cette situation. L'État met en place des processus pour aider les PME, les petites entreprises, tout ça. Mais et les collectivités, je vais vous donner un exemple clair pour vous faire comprendre qu'on risque des services essentiels comme le ramassage des ordures, on risque de les abandonner dans les communes. Au premier trimestre 2019, Thiès-Salit, ma commune que j'administre, avait pour quote-part d'impôt 145 millions de francs CFA au premier trimestre 2019. Au premier trimestre 2020, avec cette situation et les impôts suspendus, nous n'avons reçu que 6 millions de francs CFA. Un gap d'un peu plus de 130 millions. De près de 130 millions, plus de 130 millions. Alors, comment est-ce que, si ça dure, on va pouvoir ramasser les ordures si on n'a même pas de quoi acheter du carburant, si on n'a pas de quoi assister les populations qui sont les plus fragiles? Donc, il faut qu'il y ait un plan global de riposte contre cette maladie et que l'État soit absolument transparent à tous les niveaux. Il faut que, comme Félix l'a dit, qu'on sache, commune par commune, quelles sont les personnes qui sont destinataires de ces montants qui sont annoncés et sur quels critères elles ont été choisies. Parce que prendre le téléphone filmé par une caméra de la télévision publique et puis on parle à quelqu'un qu'on ne connaît pas, tout ça n'est pas rassurant. Tu peux être quelqu'un... Voilà, tu peux être n'importe qui. Non, pas forcément. Il y a quand même, croire en la bonne foi. Voilà. Oui, oui, professeur. Croire, mais ce n'est pas le mécanisme de transparence. Je rejoins M. Félix Boni, qui a mis quand même l'accent sur l'entraide et la solidarité. C'est une très bonne chose. Je partage aussi son analyse sur les critères. Nous sommes dans une crise sanitaire. Et un des critères que moi dont je mettrai le doigt là-dessus, c'est de faire en sorte que ces personnes qui sont bénéficiaires puissent être des relais. Parce que c'est ça aujourd'hui notre souci. Comment ramener à zéro cette contamination? Bon. Mais si vous bénéficiez de ceci, voilà ce qu'on demande. Parce que c'est ça aussi, la société. Sinon, à un moment donné, le nombre de personnes que vous aviez prévu, les 177 000, ça va aller à volo. Ça va être exponentiel. Parce que tout le monde, à quelque niveau que nous soyons, deviendra vulnérable. Chacun est vulnérable. Ah oui. C'est ça. Donc, il faut baliser l'opération. Et baliser l'opération veut dire quoi? Ça veut dire aussi le faire avec ceux qui sont dans les localités. Au premier chef, les élus locaux. Les chefs de quartier, les élus locaux, les chefs de quartier, les chefs de communauté. Je crois que ça aussi, c'est vrai, ça prendra peut-être du temps, mais comme il s'agit d'octroyer ou alors de distribuer de l'argent, mais vous allez voir, ça va se faire très vite. Mais en même temps, mettre en place des critères de choix, des critères sociaux de choix. Quelle est la couronne de cet argent que nous octroyons? Combien de personnes ça couvre? C'est important. Voyez-vous?
Et je pense que cette initiative est louable, mais il faut, comme Monsieur le maire et M. Boni l'ont dit, il faut faire en sorte qu'il y ait des critères transparents pour tout le monde. De toutes les façons, vous ne ferez jamais assez. Les mêmes qui percevront l'argent diront que ce n'est pas assez. Mais il faut le faire de telle sorte que ces personnes puissent jouer un rôle dans cette situation que nous vivons. Pour dire qu'il y a le Covid-19, alors voilà, vous passez par nous, mais voilà ce que nous allons faire. Ouais. Les critères, c'est important. Moi, en tout cas, je mets l'accent sur ce critère. Je veux, parlant de critères, la gestion d'un État repose sur 2 axes fondamentaux, c'est-à-dire la déconcentration et la décentralisation. Je pense qu'il ne faudrait pas concentrer tout au niveau du gouvernement. Quand on parle d'élan de solidarité, il faut déconcentrer et décentraliser. Ça permettrait d'atteindre tout le monde, de rendre les choses plus transparentes. La déconcentration et la décentralisation, on a des préfets, on a le ministre, on a le gouvernement et les ministres, on a les préfets, on a les élus locaux, on a les chefs traditionnels, on a les chefs de communauté, on a les leaders de jeunesse. Une fois que tout est ainsi décentralisé et déconcentré, tout se fait de façon transparente. Et ne nous amusons pas, dans chacun de nos quartiers, chacun de nous sait qui souffre à côté. Parce que même dans cette situation, on a des actes de solidarité que nous posons chez les uns et les autres dans nos différents quartiers. Moi, j'ai eu à aider des gens quelque part. C'est-à-dire, je suis là, mais je vois que moi, ma situation, peut-être, elle n'est pas meilleure, mais il y a quelqu'un qui souffre plus que moi. Je dis, attention, il faut que je prenne peut-être 1 kilo de riz pour partager à telle personne. On se connaît. Et une fois que c'est fait ainsi, de façon déconcentrée, décentralisée, tout le monde est impliqué. Le maire ne se plaindra pas. Le chef du village ne se plaindra pas. Le chef de communauté, des religions et autres ne se plaindront pas parce qu'ils savent que ceux qui sont les plus indigents parmi nous ont été effectivement touchés. Mais là, de façon téléphonique ou de façon dans une communication globalisée où on nous dit plus de 177 000 personnes dont on ne sait pas si elles existent ou pas, ce n'est pas transparent. Et c'est de ça qu'il s'agit. Pour que le gouvernement pose des actions et de sorte à ce que la population se reconnaisse en ces actions, il faut faire les choses de façon vraiment transparente. Et ça, et surtout que nous sommes à 6 mois des élections présidentielles, il y a très vite une confusion que les gens feront de ce qui est en train de se... Alors que ce sont des actes, des initiatives louables qu'il faut saluer. Moi, je salue l'initiative. Oui. Mais il faut rendre l'initiative transparente de sorte que ça puisse vraiment toucher toute la population et que ça ne prête pas à commenter. Très bien. Il ne reste plus que 2 minutes pour terminer cette émission. Oui, prendre les 2 minutes pour dire que... Non, vous n'allez pas prendre les 2 minutes, vous allez prendre une seule minute. Il faut que les élus soient intégrés. Vous voyez, il y a 3 jours, un élu a fait une publication, pour ne pas le citer, c'est mon collègue d'Azadier, qui se plaignait de ce que, sur les 95 milliards annoncés pour la riposte contre la maladie, en tant qu'élu, il n'a reçu que 200 000 francs pour faire la sensibilisation. Mais le maire de Thiès aussi a reçu 200 000 francs. Très bien. Voilà, pour faire la sensibilisation. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec 200 000 francs? Moi, j'ai parcouru 41 villages. 41 villages, je dis bien 41 villages. Pensez qu'avec 200 000 francs, on peut acheter du carburant pour parcourir 41 villages. Donc, il faut que l'État associe les élus locaux. Vous voyez, en France, aujourd'hui, c'est les maires qui sont au développement de la lutte contre la maladie. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire soit de faire ça. Il ne faut pas que tout le pouvoir reste à Abidjan et qu'on nous impose tout à travers la télévision. Il faut que les élus soient associés à cette lutte-là, sinon on ne s'en sortira pas du tout. Très bien. Professeur, pour terminer? Oui, pour terminer. Pour terminer, écoutez, c'est dire qu'il y a des populations qui souffrent à nos côtés. Et la première souffrance, c'est la promiscuité. Et cette promiscuité, malheureusement, rend perméable la maladie. Il faut que nous y songeons. Et je suis d'accord qu'on y associe les élus locaux. Et les liens, le renforcement des liens sociaux à travers les relais sociaux. Tout ce qui est chef de quartier, etc. Il faut les associer et leur donner une feuille de route. Voilà ce que nous allons faire dans le quartier A. Qu'est-ce que vous avez? Quel est le retour? Mais c'est comme ça que nous allons pouvoir mettre en place cette démocratie participative, parce que c'est de cela qu'il s'agit, pour toute la transparence qu'il y ait. C'est cela. Alors vraiment, souhaitons qu'il y ait cette transparence à travers l'implication forte des uns et des autres. Et n'oublions pas le milieu rural. Tout n'est pas dans les grandes villes. Nous avons aujourd'hui une couronne urbaine d'Abidjan qui prend en compte près de 113 villages.
Donc, cela fait partie de cette lutte-là. Il en est de même de la commune de Tiassalé. Je vais dire gentiment à monsieur le maire qu'à l'époque, nous avons fait une étude sur Tiassalé. Vous avez la sortie nord, où il y a la forêt sacrée. Tout à fait. Et nous avons tout fait pour sauvegarder cette forêt sacrée. Donc vous voyez que j'ai anticipé la sauvegarde de la commune. Alors, on va certainement déployer une équipe pour voir ce qui se passe dans cette forêt sacrée de Tiassalé. Voilà. Pourquoi elle est sacrée, on le saura. Okay. En tout cas, merci infiniment, professeur Touré Ténen Diabaté. Merci à vous, Félix Boni, Antoine Assaletier Moko, d'avoir accepté notre invitation.